Il ne se passe quasiment plus un jour sans qu'un établissement ne ferme en raison des cas trop importants de Covid-19. Conséquence, les élèves sont contraints de suivre tant bien que mal les cours à distance, à l'image de Mohamed Adam du côté de Rabat. Voyez ce reportage de Mariam Amellal, Hicham Souni et Mamadou Diaye. Très concentré sur ses petits écrans, Adam ne compte pas rater une miette de ses cours à distance. En deuxième année de baccalauréat, cet élève et ses camarades sont contraints de suivre les cours depuis leur domicile suite à la fermeture de leur établissement à cause des cas Covid. Il y a une grande différence entre l'enseignement à distance et le présentiel. Je suis plus à l'aise avec les cours à l'école, mais on doit s'y faire. Nous essayons du coup de nous concentrer au maximum. Nous venons organiser et tenir les cours à distance de façon régulière, mais le seul souci est que certains élèves n'y assistent pas et pour cela, nous invitons leurs parents à être davantage vigilants. Depuis le début du mois, la liste des établissements qui font recours à l'enseignement à distance s'allonge. C'est le cas du lycée Omar Al-Khayyam à Rabat. Ici, le dispositif n'est pas une nouveauté. Pour donner de l'importance à ce nouveau système pédagogique, nous avons mis en place les équipements technologiques nécessaires au niveau de l'ensemble des départements de l'établissement. Nous avons beaucoup appris par rapport à l'expérience de l'année dernière. Nous avons donc pu améliorer nos outils de travail, ce qui nous a permis d'entamer les cours à distance depuis le 13 de ce mois d'une manière très fluide. Aujourd'hui, plus de 130 établissements ont dû fermer au cours des 2 dernières semaines, une manière d'éviter que l'école ne constitue un foyer de contamination. Et dans la lutte contre le coronavirus, l'Autriche est devenue le premier pays de l'Union européenne à rendre explicitement obligatoire la vaccination pour les adultes. C'est la première info de ce tour du monde en 80 secondes piloté par Gisèle Hamari. C'est inédit dans le vieux continent. L'Autriche a officiellement adopté hier la loi sur la vaccination anti-Covid obligatoire pour les adultes. En vigueur dès le 4 février, la mesure a été largement approuvée. Le but n'est pas d'imposer le traitement, mais les sanctions peuvent aller jusqu'à 3 600 €. Cependant, elles sont levées si les contrevenants se font immuniser dans les 15 jours. Tokyo, comme 12 autres régions japonaises, font littéralement face à une explosion de nouveaux cas de Covid-19. Pour freiner cette 6e vague, le gouvernement nippon a annoncé de nouvelles mesures préventives et décrété l'état de quasi-urgence sanitaire. Dès ce soir, les restrictions s'appliqueront essentiellement aux restaurants et établissements de nuit. Du lait, de l'eau et autres produits de première nécessité font partie des dons envoyés par ces ressortissants des îles Tonga établis en Nouvelle-Zélande à leur pays. Touché par un tsunami et une éruption volcanique, le royaume de Polynésie a fortement été frappé. 3 personnes ont perdu la vie et 12 000 foyers ont été affectés par ces catastrophes. C'est à Genève que Sergueï Lavrov et Antony Blinken se sont rencontrés aujourd'hui. Objectif, discuter de la crise autour de l'Ukraine et apaiser les tensions. L'armée russe est toujours à la frontière ukrainienne et pour Washington, la probabilité d'une incursion militaire grandit. Les 2 parties ont convenu d'une présentation de réponse écrite aux exigences russes d'ici la semaine prochaine. L'actualité internationale qui a été marquée cette semaine par l'exercice effectif de la présidence française de l'Union européenne. Mercredi dernier, Emmanuel Macron a présenté le programme de son pays pour les 6 prochains mois. Devant les eurodéputés à Strasbourg, il a évoqué une réforme de la Charte des droits fondamentaux, la relation avec la Russie ou le Royaume-Uni, ainsi que les enjeux liés à la protection de l'environnement. Au sujet de notre continent, il a proposé une nouvelle alliance avec les pays africains en matière d'investissement, de santé ou de sécurité avant de confirmer l'organisation en février d'un sommet visant à refonder ce partenariat entre l'Europe et l'Afrique. De la peine de mort partout dans l'Union. Je souhaite. Et à ce propos, nous accueillons en direct et en duplex de Rabat Hamza Mjahed. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes chercheur spécialisé en relations internationales au Policy Center for the New South. Lorsqu'on parle de présidence française de l'Union européenne, qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Premièrement, cela veut dire que la France préside le Conseil de l'Union européenne. C'est une institution qui rassemble les ministres et les diplomates des 27 États membres et conjointement avec le Parlement européen, le Conseil exerce des fonctions législatives et budgétaires. Deuxièmement, présider le Conseil de l'Union européenne, c'est une obligation juridique pour tous les États membres de l'Union européenne, conformément à l'article 16 du traité de Lisbonne. Et la durée d'une présidence est fixée à 6 mois. Et troisième élément à retenir concerne les responsabilités de l'État qui détient la présidence, qui sont de définir les priorités, gérer le programme,
du Conseil, c'est aussi de représenter le Conseil auprès d'autres institutions européennes. Et finalement, c'est à cet État que revient la tâche de trouver un compromis lors des négociations des textes européens. Alors quels pourraient être les impacts de cette présidence française sur d'abord les relations entre Rabat et Paris et inversement, comment est-ce que la relation entre l'Hexagone et le Royaume pourrait-elle influer sur les orientations du président Macron ? Concernant l'impact de la présidence française sur la relation Maroc-France, il y a deux éléments. Premièrement, c'est la migration. La France veut mettre en place des mécanismes de contrôle aux frontières externes de l'Europe et cela va avoir un impact sur la coopération migratoire entre le Maroc et la France. Deuxième élément concerne l'économie et la transition verte. La France souhaite faire avancer les négociations sur la taxe carbone et elle souhaite aussi établir des clauses miroirs qui imposent une réciprocité des normes écologiques dans les accords commerciaux de l'Union européenne. On pourrait donc voir de nouvelles règles qui gouvernent le commerce entre le Maroc et la France. Alors concernant l'influence de la relation Maroc-France sur la présidence française, il y a aussi deux éléments. D'abord l'Afrique. Il y a une ambition partagée entre le Maroc et la France de développer les relations commerciales entre l'Afrique et l'Europe et c'est sous la présidence française que le partenariat entre les deux continents sera renouvelé. Deuxième élément concerne le partenariat euro-méditerranéen que la France et le Maroc veulent redynamiser à travers le nouveau programme pour la Méditerranée de l'Union européenne et qui s'est fixé l'objectif de renforcer les liens politiques et économiques entre l'Union européenne et les États du sud de la Méditerranée. Cela m'amène à ma dernière question. Comment cette présidence française pourrait-elle justement faire évoluer la coopération entre l'Union européenne et le Maroc ? Il y a trois sujets qui, à mon avis, détermineront l'évolution du partenariat. Le premier, j'ai déjà évoqué, c'est la migration. Si la France réussit à mettre en place des directives sur la dimension externe de la politique migratoire de l'Union européenne, cela peut avoir, par exemple, un impact négatif sur la coopération entre le Maroc et l'Union européenne. Par exemple, le Maroc peut se voir refuser l'accès au financement de l'Union européenne si l'Union considère que le Maroc ne fait pas assez pour endiguer la migration irrégulière vers l'Europe. Deuxième sujet concerne la taxe carbone, car elle peut endommager le commerce du Maroc avec l'Union européenne, qui est son plus grand partenaire commercial, et ainsi affaiblir l'industrie et l'agriculture marocaine. Le troisième sujet, qui à mon avis est fondamental, c'est le partenariat entre l'Afrique et l'Europe, notamment sur les relations commerciales et d'investissement. Il s'agit ici pour le Maroc de capter les opportunités offertes par le partenariat pour réussir à décarboner son économie, renforcer son tissu industriel, améliorer la compétitivité des compagnies marocaines, mais c'est surtout de capitaliser sur sa proximité géographique avec l'Europe pour la relocalisation des chaînes de valeur dans l'espace euro-méditerranéen africain. Merci beaucoup Hamza Amjad pour cet éclairage. Je précise qu'on peut lire votre article et étude que vous avez publié sur le site du Policy Center for the New South intitulé « La France aux commandes de l'Union européenne, les enjeux, les contraintes et les perspectives de la présidence française ».